Évidemment, ces grands-parents ont un rôle, même si le rôle aujourd'hui change. Pourquoi? Il y a Internet, il y a la vitesse, la rapidité. Monsieur l'a dit, on est un monde individuel. Je crois que le rapport est de plus en plus difficile, mais il y a un espoir. Et un espoir parce que les anciens, qui a priori ne maîtrisent pas forcément la technologie, sauf Marianne Grantz, qui maîtrise ça magnifiquement bien, mais en dehors d'elle, il y a quand même beaucoup d'anciens, entre guillemets, qui sont peut-être un peu rétifs à une utilisation des technologies. Et je trouve que c'est un formidable message que le gamin de 5 ans, 6 ans, 7 ans dit « Attends, Oma, warte mal, ich zeig dir ». Ça, c'est magnifique. Voilà des messages sur lesquels des parents, je suis parent d'une fille qui a 19 ans, voilà, c'est des choses qui se sont passées, que j'ai vues, parfois avec des dialogues qui font rire, mais c'est une autre manière d'interpréter aussi cette relation qui se fait entre les générations. Je parle de technologie, on peut le faire évidemment sur d'autres thèmes. Sehr geehrte Frau Ministerpräsidentin, Frau Präsidentin, Frau Vizepräsidentin, sehr geschätzte Herren Breton und Krause, vielen Dank für diese bewegenden Worte, die etwas zu tun haben mit dem Vortrag, den ich heute hier halten darf. Je vais commencer en français, car Madame Lubitsch m'a dit, vous venez du Luxembourg, ça veut dire que vous pouvez changer les langues aussi, ce que je veux bien faire, mais je dois dire ma langue préférée c'est le luxembourgeois et l'allemand. J'ai oublié de dire une chose, Damen und Herren, sehr geehrte Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, c'est un plaisir, c'est un honneur d'être ici avec vous aujourd'hui. Et le sujet de mon je vais dire petite histoire, ce sont les grands-parents. Ça veut dire que c'est l'ouverture pour l'après-midi. Qu'est-ce qu'on sait des grands-parents? J'ai pensé, pourquoi pas commencer avec un peu de démographie en Europe. Nous sommes en Europe et il y a beaucoup d'études sur la situation des grands-parents en Europe. Et ce que je veux bien faire, je vais faire une petite présentation de faits et de résultats. Mais l'autre chose, comme enfant, est la psychologie développementale, ainsi que la gérontologie, et les psychologues aiment parler de la psychologie, c'est clair. Ça, c'est pourquoi nous sommes des psychologues. Je vais vous raconter une histoire. Une histoire, qu'est-ce qui se passe entre les grands-parents et les petits-enfants et les parents. Et c'est l'histoire de génération. C'est l'histoire de génération. Et je suis très content qu'on a eu ce petit vidéo, le témoignage de jeunes, et ils ont beaucoup utilisé le mot valeur. Et si on parle des grands-parents, on parle toujours aussi des valeurs, de la valeur entre les générations, la transmission de valeurs. Et je pense, vu qu'on a les représentations de générations diverses ici dans cette salle, c'est très important et c'est à mon avis aussi quelque chose qu'on a besoin en Europe. Il faut cultiver l'échange de valeurs entre les générations. C'est donc pas le remède pour tous, mais ça va aider. Alors, mais je ne veux pas exclure, il existe aussi des conflits entre les générations, ça existe aussi, et j'ai emprunté quelques exemples, peut-être que vous pouvez faire des comparaisons si vous connaissez ça dans votre propre famille ou pas. Alors, commençons avec des images. Vous voyez ici quelque chose comme les Allemands ont pensé, ils ont inventé le petit chaperon rouge, c'est pas vrai, c'était les Français. C'est une histoire de Rotkäppchen et sa grand-mère, qui n'est pas sa grand-mère, vous voyez, c'est le loup. Et l'autre image, c'est aussi une chose qu'on peut, dans le monde de Google, on trouve toujours des images comme ça. Mais quand même, ces deux images ont déjà un message, car il y a toujours les grands-mères, il n'y a pas les grands-pères. Et ça, c'est une chose qui a changé beaucoup pendant les 30 ou 40 années passées. Il y a encore de grands-pères. Vu qu'on a l'espérance de vie prolongée, ça veut dire ça aide les hommes. Ça aide nous tous. Et voilà deux autres images. Et ce qui est aussi très diagnostique, c'est toujours les interactions entre les générations. On explique des choses, on explore les choses, on parle, on a une relation
relation émotionnelle très très forte avec le grand-père, avec le grand-mère. Et comme psychologue, je dois parler des émotions. Et les émotions sont laissées dans la soupe de vie pour commencer comme ça, mais on a besoin des émotions. Si la relation émotionnelle, c'est une forte émotion, une forte relation, ça aide à aider, ça aide à soutenir les autres générations. Et donc, ça c'est, je veux dire, aussi un atout de la relation entre les grands-parents et les petits-enfants. Mais soyons un peu pas si vite. Je commence avec quelques faits et résultats d'études comparatives. Il y a une étude en Europe qui s'appelle Survey on Health, Aging and Retirement. Nous sommes tous bilingues ici, c'est la santé, le vieillissement et, disons, la retraite. Quelle est la perspective démocratique? Ici, c'est une image que dans le monde académique, on utilise beaucoup ces autres images. C'est une comparaison entre les pays européens. 12, et ce que vous voyez ici, la question est quelle est la prévalence des grands-parents dans le groupe de personnes âgées. Et les personnes âgées, ça commence déjà avec 5 ans plus. Mais voilà, les prévalences, et la seule chose qu'on peut raconter, il y a des pays qui ont une prévalence qui est plus haut que la moyenne, c'est dans les pays de Scandinavie, Danemark, Suède, et aussi la Belgique a une prévalence qui est plus élevée. À l'autre côté, vous trouvez la Suisse, l'Italie, la Grèce, qui ont en comparaison, dans cette logique comparative, une prévalence plus faible. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Rien. Ce sont des chiffres, mais ces chiffres reflètent toujours quelque chose. Et ici, dans ce pays-là, c'est clair que ça reflète la fertilité plus importante de jeunes adultes dans les pays avec une prévalence plus élevée. Ça reflète une grossesse qui intervient plus tôt et aussi qu'une expérience de vie élevée. Ça veut dire que ces chiffres-là reflètent des choses qui se passent au sein d'une société. Et là, donc le message devient intéressant, pour dire ça. Quelles sont les caractéristiques des grands-parents? Vous voyez, c'est signé ici, toujours. On peut comparer selon l'âge, et là on a aussi une distribution qui montre que dans les pays de Scandinavie, notamment au Danemark, on trouve le grand-parent le plus jeune, le plus âgé sont en Grèce, mais la majorité des grands-parents sont toujours des femmes, et ça a une forte corrélation avec l'expérience de vie, c'est clair. Et partout en Europe, les grands-mères sont plus pauvres que les grands-pères. C'est un autre message concernant la situation économique de grand-père. Si on compare les femmes et les hommes, il y a toujours un écart concernant la situation économique. Et les grands-mères ont la tendance d'être plus âgées, sont plus susceptibles d'être veuves que leurs grands-pères. Donc, d'être une femme et d'être vieille, c'est toujours plus. Ne toi pas, mais c'est toujours aussi un risque de précarité, et c'est un message pour aujourd'hui. Alors, continuons. Combien de petits-enfants est-ce qu'on a? Et là, c'est aussi une des statistiques qu'on aime en Europe, mais quelquefois, il faut raconter des histoires sur les chiffres. Vous voyez ici que l'Angleterre prend la tête. Ils ont les plus petits-enfants, suivis par le Netherlands. La France a reçu une bonne position. Hein. Si on fait des comparaisons entre l'Europe, c'est toujours où est-ce qu'on trouve les Allemands où se sont cachés ici, au bas. Ça veut dire que ces chiffres-là ont encore une fois une autre signifiance. On n'a pas de petits-enfants, on a beaucoup de petits-enfants. Et ça, c'est clair, c'est l'espoir de l'avenir, nos enfants. Et là, ça reflète aussi les choses qui se passent en Europe. Nous arrivons aussi à la situation économique, j'espère. Je dois consulter mon voilà. Ça reflète aussi des choses qui se passent en Europe. On n'a pas, dans quelques pays, on a des situations où les jeunes générations ne représentent plus la majorité.
mais plutôt la génération plus vieille qui prend la majorité, et ça a des conséquences pour la société, c'est clair, ça va sans dire. Commençons encore une fois, qu'est-ce qu'on fait? Le grand-père, la grand-mère, c'est aussi assez simple, pas de nouvelles choses. La garde des enfants, c'est la chose qui est assurée par le grand-parent. Et la prise en charge, à la fois intensive, occasionnelle, des enfants, c'est ce que le grand-parent fait. Mais ici aussi, le grand-mère ont la majorité et la majorité qui prend ses responsabilités. Mais l'organisation de la prise en charge dans les familles, c'est aussi une chose qui dépend de beaucoup de choses que je ne vais pas cacher ici. Une fois, c'est la culture de la famille et du genre. Qui s'occupe de qui? Est-ce que ce sont les femmes qui s'occupent ou est-ce que ce sont les hommes? Et c'est clair, c'est toujours les femmes. Si on regarde les situations, les relations intergénérationnelles dans le cadre des soins, c'est toujours les femmes qui s'occupent ici. Ce sont les grand-mères. Aussi, culture de la famille veut dire quelle est l'histoire de la famille. Est-ce qu'on a un modèle de solidarité entre les générations ou est-ce qu'on n'a pas? Une autre chose qui, au premier vue, n'a rien à faire avec ça, c'est le marché du travail. Ici, on a des idées sur la construction d'un marché du travail qui va permettre à nous tous, hommes et femmes, de participer, de profiter des activités rémunérées. Et si on se passe comme ça, on peut attendre que ça a aussi des conséquences de l'organisation de la prise en charge des familles. Hein. Si tous les partenaires, hommes et femmes, travaillent, où est-ce qu'on trouve des structures pour les enfants? Si on ne les a pas, on peut demander aux grands-parents de s'occuper de petits-enfants. C'est l'histoire. Et une autre chose, fortement corrélée, c'est la politique des familles. Qu'est-ce que fait la politique pour assurer ce qu'on veut faire si on veut avoir un marché du travail équilibré? Tout ça a des conséquences pour la situation des grands-parents. Et on observe ça en Europe, quand il y a des pays, et ça je m'excuse pour trop de textes, mais ça vous aide aussi à comprendre, j'espère. Si on regarde le pays avec des structures de garde formelles les plus faibles, c'est l'Hongrie, le Portugal, la Roumanie, là on trouve un pourcentage le plus élevé de grand-mères qui assurent la garde intensive des enfants. Dans les autres pays avec des structures formelles plus fortes, c'est Danemark, aussi le Luxembourg, le pourcentage est plus faible de grand-mères qui s'occupent des petits-enfants. Ce sont donc des statistiques et ça montre une chose, et ça c'est le message. Vous devez voir cette interaction entre ces trois facteurs. C'est la politique, c'est le marché du travail, c'est la situation et la famille. Et entre les trois facteurs se place l'organisation de la prise en charge des familles. Cet après-midi, vous avez des workshops et je suis sûr que dans les workshops, vous parlez aussi de la situation économique dans le pays ici, du marché du travail et qu'est-ce que ça veut signifier. Si on parle de grands-parents et petits-enfants, peut-être on a des idées comme c'est joli, c'est toujours des relations importantes, mais il faut aussi prendre les dynamiques d'une société. Ça veut dire marché du travail, les politiques, qu'est-ce qu'on fait, où est la corrélation. Si on veut discuter la situation de grands-parents, notamment aussi la situation de petits-enfants. C'est donc un point. Après, je regarde le modérateur, j'ai encore beaucoup de temps, c'est bon. C'est le seul point que je veux faire. Si on met les grands-parents dans le cadre d'un séminaire comme d'aujourd'hui, on reflète les choses, on reflète sur les relations intergénérationnelles, mais il faut démarrer avec la perspective qu'il y a beaucoup de facteurs qui ont influence sur la vie d'une famille. Et ce sont, clair, les politiques au macro-contexte
Et ce qui s'y passe dans la société a toujours des répercussions au sein des familles jusqu'à la relation entre les générations. Mais je passe maintenant sur un domaine où moi je suis bien à l'aise, la perspective psychologique, la transmission de valeurs. Quand m'a été demandé de donner une petite présentation, je réfléchis un peu. Et je dis peut-être que je vais présenter un modèle de psychologie qu'on utilise beaucoup dans le cadre sur des conseillers des personnes sur la situation familiale. Et ça commence avec une position comme ça. N'avez pas peur, je ne vais pas raconter des choses analytiques ici. Mais si on discute une famille, on prend toujours, il y a une position maternelle et une position paternelle, et de deux ont un enfant. Et ce qui est intéressant, le rouge et le vert, ça n'a pas de signification politique, ça sort ici. J'ai pensé de mettre l'enfant en noir, mais je ne veux pas le faire. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a deux personnes qui ont des idées comment est-ce qu'on doit mener sa vie. La mère, le père, et ils sont en interaction, et ce qui se passe dans les interactions avec l'enfant, c'est des questions comme ça, les valeurs et les idées importantes pour mener une vie, pour mener une belle vie, pour mener une vie couronnée de succès. Et là, nous sommes donc dans l'analyse des relations intergénérationnelles. Qu'est-ce que se passe dans les familles? C'est très très simple, mais vous pouvez vérifier si vous connaissez ça. On a une génération de grands-parents, et cette génération a fait quelques expériences, ont été confrontés avec des événements critiques dans leur vie, et ce que nous passe à nous, êtres humains, nous apprenons à mener notre vie. Ça veut dire qu'on apprend des valeurs. On pense, la génération qui a survécu les guerres mondiales, ils ont eu des expériences cruciales qui les ont formés. Et ils sont arrivés à un point où ils disent, ouais, pour survivre, il doit faire ça. Il doit sauvegarder les ressources. Il faut faire des économies. Seulement pour donner des idées que cette génération a eues. L'autre génération, les parents, eux-mêmes, ils sont aussi des idées. Qu'est-ce qu'on doit faire pour survivre? Et ces idées sont en part influencées par la génération comparentale. Qu'est-ce qu'on fait ça? Vous avez tous des enfants, je suis sûr, mais on ne discute pas avec ces enfants, vraiment. Mais on vit ensemble, tu ne fais pas ça, laisse ça, lass das bleiben. Ça, c'est ce qui passe dans les interactions. Et là, les enfants comprennent, ah, si je fais ça, maman, moi je change, je ne le fais pas, ou je le fais si elle ne me regarde plus, des choses comme ça. Ça veut dire, en interaction, les générations ont un échange plutôt implicite des valeurs. Et l'histoire est fortement intéressante si on regarde maintenant les petits-enfants ou les enfants, ils gagnent aussi des idées, mais en interaction avec deux générations. Et ça, c'est si vous voulez, un modèle de transmission des valeurs entre les générations qui souligne l'importance d'interaction entre les générations. Et ça, c'est pourquoi je suis très content que vous aviez choisi ce titre aussi. Quel héritage pour nos petits-enfants? Nous parlons ici d'un héritage aussi. Vous avez apprécié ce point, je pense, passionnément, et merci encore pour ça. C'est la distribution, une notion commune des valeurs qui est importante. Mais, alors on peut reprendre ici. Ce que je vous ai apporté, c'est un ensemble, une illustration, transmission de valeurs. Comment ça se passe? Imaginons une famille qui vit dans une région rurale plutôt. L'homme est fermier, la madame c'est une couturière, c'est une famille fictive, mais basée sur les données que j'ai. Ils ont un fils, Jean. Et cette famille-là, vous pouvez être sûr, chacune qui vient d'une région rurale a certaines valeurs. Comment est-ce qu'on doit
mener sa vie. Et le fermier, peut-être, il faut travailler tout le jour à la nuit, tu dois être toujours prêt de s'occuper de ta ferme et des choses comme ça. Il y a une autre famille citée de Luxembourg, le centre, beaucoup d'administration, beaucoup de choses intéressantes, de culture, théâtre. Et là, on a un prof de lycée, une institutrice, ils ont une fille qui s'appelle Marie, et les deux, Jean et Marie, ont marié en 61 et ils ont des enfants. Et ce que je veux raconter avec cette histoire-là, on a toujours des idées dans la famille, hein, plutôt royales, rurales, plutôt académiques. Hein. Le savoir, c'est important pour mener une vie. Et on peut s'imaginer que si Jean et Marie se trouvent, c'est un mélange intéressant. Car elle a un programme familial qui est complètement autre que le programme familial de l'autre côté. Et chacun de nous, chacune de nous, le sait. Hein? Nous sommes tous par deux familles, de deux positions-là. Mais, comme j'ai déjà dit, la transmission des valeurs, ça se passe dans l'interaction. Ce n'est pas un processus très, très conscient. Hein? On vit ensemble, même la vie ensemble, et les enfants apprennent qu'elles doivent faire, qu'elles ne doivent pas faire. Pour finir, pour montrer donc la famille est complète, vous trouvez ici à la fin, ils ont eu 4 enfants, et chaque enfant de ces 4 petits-enfants de cette génération va raconter une autre histoire de la famille. Chacune a une influence de 2 familles dans la transmission de valeurs, et chacune est un individu avec son propre histoire, avec son propre reconstruction. Ça, c'est où la psychologie commence. Si on parle avec des gens comme ça, sur la vie, sur la biographie, et ça montre toujours, et c'est toujours intéressant, et pour ne pas dire merveilleux, d'écouter à des gens s'ils sont en train de reconstruire l'interaction en famille, les interactions avec les grands-parents. Les jeunes qui est ici, c'était ça. Das hat mein Herz bewegt. Traduisez s'il vous plaît en français. Ça m'a bougé beaucoup, hein, car ils ont parlé exactement de ces expériences-là, on a des valeurs. Et avec cet exemple-là, je voulais montrer comment ça se passe. C'est une chose pas simple, un peu compliquée, mais je pense que c'est une approche où on peut s'expliquer pour l'explication de ce qui se passe dans la famille. C'est donc la vie psychologique. On a une transmission de valeurs et chaque génération fait un mélange de valeurs. La question est quelles valeurs sont les plus importantes. Et ça, c'est une forme de négociation entre les générations. Et là, on a aussi beaucoup de conflits entre les générations. Car le jeune dit, je ne comprends pas, grand-mère, pourquoi est-ce qu'elle dit qu'il faut faire des économies. On a assez, on a beaucoup d'argent, on peut se déplacer, on veut, on va en vacances, mais elle a toujours, enfant, pourquoi pas? Car cette génération manque l'expérience. Elle n'a pas eu l'expérience d'être victime des ressources qu'on n'a pas prévues. Ils n'ont pas eu cette expérience de précarité que les autres générations. Et ça, c'est une chose où on doit prendre en garde, où on doit réfléchir. Si on parle de transmission de savoir, il faut installer maintenant des occasions où on peut s'échanger. On peut parler l'une génération avec l'autre. Ça se passe dans la famille, mais ce n'est pas la règle. C'est pas la règle, ça change. La famille a beaucoup changé. Vous savez ça aussi, il y a beaucoup de changements démographiques. On a des familles de patchwork, on a des familles qui ne sont plus complètes dans ce sens que mère-père, papa. Il y a des grands-parents qui sont plutôt autonomes, qui ne voient pas les enfants sur une base régulière. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui se sont changées. On se pose la question, qu'est-ce qu'on fait avec les changements dans les générations? Je veux dire, c'est une chose qu'il faut promouvoir. Il faut promouvoir.
Pour raconter une petite illustration, c'est une chose qu'on a fait à Luxembourg, dans un lycée. On a invité, j'aime même pas ces mots, mais des seniors pour aller à l'école. Les jeunes se sont préparés et on a discuté ensemble 2 heures. 2 heures. Les jeunes ont eu des questions. Ils ont dit, mais monsieur le professeur, est-ce que je peux poser des questions de sexualité? Mais pas de problème, pas de problème. C'était une chose qui se déroule très très bien. Et toutes les 2 générations ont profité de ça. Ce que je veux dire, il faut garder cette aussi dans la perspective, comment est-ce qu'on peut promouvoir l'idée des échanges de valeurs entre les générations. Si on dit les jeunes ne savent plus, il faut dire, mais il faut communiquer. Il faut communiquer, il faut parler, il faut raconter des histoires pourquoi cette valeur est une valeur. Selon ça, on peut, je pense, continuer aussi dans le cadre d'Europe. Mais qu'est-ce que c'est une génération? Dernier slide de ma part, donc c'est clair, il faut se vérifier la génération. La génération, c'est quoi? Plutôt, c'est les expériences que certaines cohortes ont commun. Ce sont les événements normatifs, on dit. Les événements normatifs qui sont liés au changement culturel, mais aussi des autres choses. Vous avez quelques exemples ici des changements culturels. On a eu les guerres, on a eu la pilule qui a changé beaucoup. On a eu le premier ordinateur, un laptop, qui ont beaucoup de choses. On a eu des partis politiques, et ce sont des événements qui peuvent permettre de différencier entre les générations, mais c'est plus. Ce sont aussi les événements normatifs qui sont liés à l'âge. Chaque génération fait ses propres expériences avec les événements normatifs, le mariage, avoir des enfants, ce qu'on appelle la biographie standard, qui a aussi beaucoup changé en Europe. On n'a plus cette biographie standardisée. Et notamment, il reste encore les événements normatifs pour rendre la chose, la vie, et donc les expériences que les hommes et les femmes font autour de la vie. Je vais pas raconter quelque chose sur la génération, quand j'attends le carton jaune, je pense. C'est bon. Encore une fois, de retour à cette... Écoutez, puisque vous me provoquez, voilà. J'ai besoin de ça. Attention. Alors, les idées. J'ai commencé avec ça. J'espère que je pouvais vous, dans ces 5 minutes qu'on a eues, donner une idée sur ce que se passe entre les générations. Ce sont des valeurs. Et quelquefois, on a aussi une idée, les valeurs se montrent aussi, on a des conflits. Les conflits sont des indicateurs des valeurs. Et qu'est-ce qui se passe dans la famille? On a de bons conseils d'une génération à l'autre, notamment les vieilles générations sur l'éducation, la discipline, la religion, en pratique de la religion. Il ne faut pas gâter les enfants, la valeur de l'argent, ce que les enfants mangent, les médias. Ce sont des sujets qu'on trouve dans les familles, dans chaque famille. Je suis sûr que vous avez tous et toutes fait l'expérience. Et aussi entre la famille, les autres grands-parents, où est-ce qu'on passe les jours fériés, seulement pour l'illustration. Ça veut dire dans ces conflits-là, on peut aussi gagner des idées sur les valeurs qui sont dans les familles. Et il faut aussi vérifier, c'est un processus, c'est une interaction entre les générations qui se passe, et ce n'est pas une interaction directe, pas dans tous les cas. On ne dit pas, écoute, mon valeur est 2, et je veux que tu fasses. Non, on ne fait pas. C'est plutôt implicite, c'est plus non direct, non verbal. Je suis vexé, je ne veux plus parler avec toi. Ce sont des signaux qu'on a. C'est donc dans la communication ou la transmission des valeurs, c'est plutôt une communication implicite dans le cadre des familles, mais ça, c'est la psychologie pure et dure que je ne veux pas élaborer ici, mais ce que je voulais faire ici, c'est vous donner une idée. J'ai commencé avec les titres tout de même. Est-ce que les choses ont resté les mêmes? Je peux dire, oui.
les grands-parents ont un rôle très important, toujours. Ils ont eu ce rôle et ils vont le garder. Et je pense que aussi la fonction des grands-parents, aussi pour la prise en charge des enfants, mais aussi la fonction plutôt implicite dans la transmission de l'identité, la transmission de valeurs, ça existe toujours et ça va continuer à exister, c'est clair. Mais l'autre chose qui a changé, ce sont les contenus. On a des générations qui se différencient beaucoup. Nous sommes une génération qui a eu le grand cadeau de vivre dans une situation, une vie de paix pour 70 ans. Il y a des générations qui n'ont pas eu cette expérience. Et je ne sais pas si on va changer, mais si on a des grands-parents, les grands-parents ont des fonctions très, très importantes. Il y a des différences en Europe, mais il faut se garder qu'il faut prendre encore en considération toujours que les grands-parents ont toujours cette fonction, et ils ont aussi des autres, mais la transmission de valeurs. Il ne faut pas oublier ça, mais il faut raconter des histoires sur les valeurs. Il ne faut pas dire je veux que tu fasses, non, je dois expliquer. Et ça, clairement, c'est un appel aussi, c'est un appel à la politique aussi. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de solidarité? Il y a beaucoup de gens qui disent non. Pourquoi? Moi, c'est moi, la vie est individuelle. Hein? Work hard, live fast, to give you one of the examples. Hein? Il faut développer, co-construire une société européenne dans ce cadre-là. J'ose dire ça en présence des hommes et des femmes qui ont beaucoup travaillé sur ça. Je vous remercie pour votre écoute. Si vous êtes intéressé de littérature, contactez-moi à l'Université de Luxembourg. Je suis très, très content de vous donner des informations supplémentaires. Mais à la fin, thank you for listening to Psychology.